Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur R2R, la radio de Rouen, et c'est Au Miroir de Clio, une émission d'histoire, de toutes les histoires, d'ici et d'ailleurs. À la réalisation Samuel Guerrier, au micro Luc Dérault. L'émission est diffusée pour la première fois le 2e et le 4e dimanche de chaque mois, entre 10h et 11h. Elle est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio, radio-r2r.fr. Et vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission en nous écrivant à l'adresse suivante au miroirdeclio@gmail.com. Aujourd'hui, nous célébrons le premier anniversaire d'Au Miroir de Clio, dont l'existence a commencé en effet le dimanche 8 décembre 2013. L'émission du jour est la 20e du nom. Nous comptons sur vous, amis auditeurs et internautes, pour contribuer à faire connaître ce programme. En ce début du mois de décembre 2014, nous nous éloignons, en apparence du moins, du monde de l'histoire pour dialoguer avec une autre discipline. Il y a quelques semaines, nous vous proposions un échange avec un philosophe, Didier Durmarck. Aujourd'hui, nous parlons de géographie et nous le faisons en compagnie d'un invité de marque. Bonjour Arnaud Brento. Bonjour à tous les auditeurs. Alors Arnaud Brento, vous êtes maître de conférence à l'Université de Rouen, au département de géographie, et vous êtes chercheur au laboratoire ID, Identités et différenciation de l'environnement, des espaces et des sociétés. Alors dans cette émission, nous reviendrons sur votre parcours, sur vos recherches multiples et diverses, en insistant particulièrement sur la place qui occupe la Normandie et ses espaces, soumise aujourd'hui à une réforme territoriale en cours de débat au Parlement, et dont vous nous direz si elle annonce un bouleversement majeur ou non. Alors peut-être d'abord, Arnaud Brento, une première série de questions sur votre parcours, sur votre itinéraire. Alors c'est un peu compliqué de le dire comme ça, mais comment devient-on géographe, Arnaud Brento? Ça remonte à l'enfance, cette affaire-là? Un peu après, à vrai dire, j'ai choisi les études de géographie, de les mener à l'université de Rouen, un peu comme beaucoup d'étudiants, à la fois par curiosité, goût pour l'actualité, et puis aussi peut-être un peu par hasard. J'ai passé mon bac en 1994, 5 ans après la chute du mur de Berlin, à une époque où le monde connaissait d'importantes transformations. Et j'ai pris goût dès cette époque pour les questions d'actualité géopolitique, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité m'orienter vers ces études de géographie qui me semblaient particulièrement adaptées à l'étude et à la compréhension du monde contemporain. Donc c'est plutôt la géopolitique, un certain intérêt pour les paysages, pour des choses comme ça. C'est plutôt ça qui vous a conduit vers la géographie, Arnaud Brento. Oui, c'est ça. C'est vraiment les questions d'ordre politique. J'ai caressé un moment l'ambition d'intégrer les études de sciences politiques, et puis finalement la géographie m'a paru vraiment adaptée à la compréhension de ces questions. Alors, qu'est-ce qu'on étudie à l'université quand on fait des études de géographie? C'est très large finalement comme discipline. Qu'est-ce qu'on fait en géographie? Alors en effet, quand on arrive à l'université, on peut être surpris par la diversité des thématiques, des méthodes qu'on nous enseigne dès la première année de licence. Il se trouve que pour ma part, j'ai intégré en 2e année après avoir fait une année de classe préparatoire, mais effectivement, à la différence peut-être d'autres disciplines comme l'histoire, comme la sociologie ou l'économie, en géographie, on est censé avoir une couverture de quantité de thématiques, d'échelles, de territoires qui sont sans doute plus vastes que dans les autres disciplines. En effet, la question de l'environnement, la vieille géographie physique constitue toujours un élément essentiel de la formation. Et si cette part des études en géographie a pu paraître à une certaine époque en décalage avec les transformations du monde, on voit bien comment le retour des préoccupations environnementales, la montée en puissance des mouvements écologistes, l'émergence de la notion de développement durable place ces questions-là
au cœur des enjeux de nos sociétés actuelles. Donc je pense que cette polyvalence qu'on attend des étudiants de géographie est en fait un atout. Un atout pour eux, pour leur insertion professionnelle, pour leur ouverture au monde. J'imagine que ceux qui font de la géographie physique, ceux qui font un autre type de géographie, c'est vraiment des logiques complètement différentes. Est-ce que tout ce monde arrive bien à s'entendre, Arnaud Brento? En fait, il y a, comme dans beaucoup de disciplines, une répartition des rôles, une sectorisation des domaines d'études et d'intervention. Mais c'est véritablement la complémentarité de ces différents regards qui permet la constitution progressive pour chaque étudiant d'un corpus qui va être capable de mobiliser successivement au cours de sa formation, mais également lors de son intégration professionnelle. Très vite, pour vous, le choix de l'enseignement et de la recherche, double choix, s'est imposé, Arnaud Brento? Non, pas immédiatement, à vrai dire. J'ai passé le CAPES immédiatement après la licence. Je suis devenu enseignant à 21 ans. Par contre, une fois que j'ai commencé à exercer ce métier d'enseignant dans le second degré, j'ai senti que mon parcours n'était sans doute pas achevé, que j'avais quelque chose à accomplir, j'avais une sorte d'envie d'aboutissement, d'approfondissement, et donc j'ai choisi de poursuivre mes études parallèlement à mon métier d'enseignant. C'est comme ça que j'ai entamé une maîtrise. Je me suis présenté à l'agrégation, et puis ensuite que j'ai entamé un DEA puis une thèse. Qui avait un itinéraire là qui était double. Le choix de l'enseignement, c'était important pour vous aussi, j'imagine, de transmettre votre savoir. C'était une idée importante qui vous tenait à cœur à cette époque-là, ou est-ce qu'il y avait déjà cette idée de la recherche? Enfin, comment se sont imbriquées les deux choses là, Arnaud Brento? L'activité d'enseignement que je pratiquais au quotidien me permettait à la fois de transmettre des savoirs disciplinaires, la géographie et l'histoire, mais aussi d'initier de jeunes élèves, de jeunes adolescents, puisque j'enseignais en collège, aux questions d'actualité, aux questions politiques, à travers notamment l'enseignement des grands enjeux civiques du monde actuel, qu'on aborde en éducation civique, mais aussi en histoire et en géographie. Donc j'ai trouvé en fait une forme d'accomplissement à travers cet enseignement, mais j'avais aussi le sentiment que par mes recherches, j'allais pouvoir aussi déconstruire les savoirs que j'avais enseignés, et il y avait là pour moi une sorte de défi intellectuel et théorique qui m'a motivé, et puis il y avait aussi cet appel du travail universitaire qui est tout de même sensiblement différent de celui de l'enseignant. Alors, vos choix de travaux de recherche, là, vous avez fait un travail de maîtrise qui s'intitule Festivals et villes en France, un travail qui a été soutenu en 2001, un travail de DEA qui s'intitule Les palmarès dans la presse magazine, l'approche communicationnelle en géographie, pour une soutenance en 2004. Alors, comment sont venus ces sujets? Est-ce qu'on vous les a proposés, ou est-ce que c'est de vous-même que vous avez eu l'initiative de proposer de tels sujets, Arnaud Brento? Et en fait, j'ai rencontré Michel Bussy, qui à l'époque venait de devenir professeur de géographie à l'université de Rouen. Il est spécialiste de géographie électorale, mais lorsque j'ai souhaité entamer ma maîtrise, il m'a proposé toute une série de sujets possibles, dont l'un portait sur les festivals. Et je dois avouer que ce sujet-là m'a intéressé, m'a intrigué, parce que finalement, il s'agit d'un thème assez innovant, assez inhabituel en géographie. Et il se trouve qu'à l'époque, le département de géographie venait de recruter une jeune maître de conférence, Françoise Lucchini, qui était spécialisée sur les équipements culturels. Donc, ils m'ont proposé de co-encadrer mon mémoire de maîtrise que j'ai soutenu au bout d'une année, ce qui m'a permis, à l'époque, de me présenter à l'agrégation externe de géographie, parce que c'était finalement un objectif assez utilitaire qui me poussait à reprendre mes études en maîtrise. La bifurcation intervient en fait
après l'obtention de l'agrégation, là j'ai souhaité, après avoir travaillé pendant une année sur la géographie des festivals, m'orienter vers un champ qui m'intéressait et qui me semblait à la fois mystérieux, celui des représentations géographiques. C'est quelque chose auquel on initie nos étudiants, mais qui véritablement n'avait pas place dans des cours spécifiques. C'était pas quelque chose auquel on était particulièrement entraîné dans le cadre de notre cursus. Et j'avais, comme depuis le début de mes études, le sentiment que la géographie avait quelque chose à nous dire du monde dans lequel on vivait. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de croiser l'étude des médias, de l'actualité représentée par les journalistes et les problématiques de la géographie. Et il se trouve que quand on lit un journal, on s'aperçoit très vite que les problématiques spatiales ou les problématiques géographiques sont extrêmement présentes. Et à ce titre, j'ai eu l'ambition de travailler sur la façon dont les médias nous parlent des territoires, des lieux, de l'espace dans lequel les sociétés humaines habitent. Alors, quel type de médias? Vous avez choisi La Presse Magazine. Pourquoi La Presse Magazine, Arnaud Brento? Alors, La Presse Magazine me semblait plus pertinente que la presse d'actualité qui se cantonne souvent à un récit événementiel, à la différence de la presse hebdomadaire ou mensuelle qui, elle, propose un regard plus distancié. C'est une presse dite de commentaires, d'opinion, et ce qui m'intéressait dans les représentations géographiques véhiculées par les médias, c'était finalement les points de vue, les opinions véhiculées, proposées par les journalistes à propos des territoires, à propos des villes, à propos des régions, à propos des quartiers, des banlieues, des campagnes. Et on s'aperçoit que cette presse d'opinion, finalement, agit comme un opérateur de politisation de l'opinion publique en proposant des représentations positives ou négatives de l'actualité de nos territoires. Alors vous avez prolongé en quelque sorte cette réflexion en l'étendant et en élargissant à l'occasion de votre thèse que vous avez soutenue en 2009 et qui s'intitule « Géoéthique du territoire, le débat public territorial à travers la presse magazine en France », toujours sous la direction de Michel Bussy, alors qui n'est pas seulement l'auteur de romans policiers à succès qu'on connaît, mais qui est aussi, vous l'avez dit, professeur de géographie à l'Université de Rouen et spécialiste notamment de géographie électorale. Alors quel était l'objet vraiment de cette thèse, si on pouvait le résumer en quelques minutes, Arnaud Brento? Alors la géographie des représentations, qui s'est structurée scientifiquement au tournant des années 1970, a privilégié l'étude des représentations culturelles, esthétiques. Je pense en particulier aux travaux d'Armand Frémont qui sont bien connus en Normandie. Et il a par exemple étudié la façon dont l'espace est convoqué dans les œuvres littéraires. Il est un des premiers à avoir investi le champ du roman pour analyser la géographie de l'espace diégétique, comme on dit en analyse littéraire, notamment dans Madame Bovary de Flaubert. Et il me semblait, en appliquant finalement le même programme de recherche aux médias d'actualité, qu'on pouvait étendre l'analyse des représentations géographiques au domaine politique, moral et idéologique. Et je me suis aperçu à cette occasion que les analyses dites géopolitiques, qui privilégient l'étude des rivalités entre les acteurs dans les territoires, avaient tendance à sous-estimer les mobilisations et les motivations morales ou idéologiques des acteurs, y compris des journalistes, lorsqu'ils s'expriment à propos des lieux ou des territoires. Et dans l'invention de ce néologisme, la géoéthique, qu'en fait j'ai emprunté à la géographe Denise Pumin, il y avait l'idée que lorsque un habitant, un acteur, un journaliste, un responsable politique s'exprime à propos d'un territoire, il va finalement proposer un discours normatif, prescriptif, qui mobilise des valeurs morales, des valeurs éthiques qu'il est nécessaire de comprendre lorsqu'on veut analyser leurs stratégies, leurs projets, leurs actions. Donc il y avait dans la géoéthique
eu l'ambition de dresser un tableau des valeurs mobilisées par les journalistes lorsqu'ils nous parlent du territoire français, des régions qui composent ce territoire, des villes et de tous les lieux dont la presse nous parle. Alors quel était le territoire, si j'ose dire, enfin le territoire au sens figuré du terme de l'enquête? La presse magazine, ça voulait dire quoi exactement? Vous aviez fait une sélection et comment avez-vous procédé à cette sélection, Arnaud Brento? Eh bien, en fait, je suis parti assez classiquement d'un corpus assez large qui comprenait un peu plus d'une douzaine de titres de la presse magazine, les magazines généralistes, le Figaro Magazine, Le Point, l'Express, le Nouvel Observateur, également des magazines plus thématiques comme Géo, Terre Sauvage ou même Télérama. Et j'ai donc sélectionné tous les articles qui ont été publiés au cours de 3 années, entre 2003 et 2005, pour essayer d'avoir un panorama général du discours de la presse magazine sur les territoires situés en France. L'idée, c'était vraiment d'analyser comment les médias perçoivent les territoires dans lesquels leur lectorat habite. C'était en quelque sorte une analyse du regard sur soi. Et alors, les résultats, à quoi ça aboutit, toute cette réflexion, Arnaud Brento? Eh bien, j'avais comme hypothèse de départ que la façon dont on parle des lieux reflète la ligne éditoriale de chaque titre. Alors c'est une hypothèse qui est assez évidente, mais qui restait à démontrer, et notamment parce qu'elle était en mesure d'infirmer l'hypothèse selon laquelle tous les médias auraient un discours conformiste, convenu, aligné sur des grilles stéréotypées. Et ce que j'ai pu montrer, c'est que on a en fait dans le paysage médiatique français, au moins celui de la presse magazine d'opinion, une relative hétérogénéité des points de vue, dans la mesure où des titres, par exemple, comme Marianne ou Alternatives économiques, ont un regard sur l'actualité spatiale complètement différent du Figaro Magazine. Et les différences entre leurs lignes éditoriales recoupent en partie les contrastes entre les grands courants d'opinion politique qui structurent l'imaginaire politique en France, qui structurent l'opinion publique. Et partir des médias était un moyen de retranscrire ça, de le mettre en évidence pour pouvoir ensuite l'analyser. Donc, une des principales conclusions auxquelles je suis arrivé, c'est que finalement, il existe autant de manières de percevoir l'actualité des territoires qu'il existe de grands courants d'opinion politique. Écoutez, avant de poursuivre cette conversation, nous allons marquer une première pause et nous allons le faire, et c'est votre choix, Arnaud Brento, en compagnie des Black Angels, I Hear Colors sur R2R. I hear colors running through my mind. I can feel them dripping in my eyes. I see colors, ancient spectrum light.
Vous êtes bien sur R2R, vous écoutez Au Miroir de Clio et nous sommes toujours dans cette émission d'histoire avec un géographe aujourd'hui. Il s'agit d'Arnaud Brento, maître de conférence à l'Université de Rouen et nous parlons aujourd'hui de ses travaux, de ses recherches récentes ou moins récentes sur la géographie de la Normandie ou d'ailleurs. Alors, Arnaud Brento, nous étions à l'instant en votre compagnie en train d'examiner un peu tout ce que vous avez fait depuis la fin des années 1990. Nous sommes arrivés en 2009, date de soutenance de votre thèse. Vous avez finalement continué vos travaux de recherche après la thèse, mais en élargissant un petit peu le spectre à d'autres thèmes. Quels sont les thèmes finalement qui vous ont intéressé depuis ces 5 ou 6 dernières années, Arnaud Brento? Est-ce que vous pourriez en donner quelques-uns pour nos auditeurs? Oui, alors une de mes préoccupations après la soutenance de ma thèse était de ne pas être rangé comme le spécialiste des médias en géographie. Donc j'ai souhaité élargir en effet le spectre des supports que je pouvais mobiliser pour étudier finalement ce qui m'intéressait le plus, à savoir les idéologies géographiques, les courants d'opinion politique et leur dimension spatiale. C'est la raison pour laquelle j'ai par exemple travaillé sur des déclarations de responsables politiques, sur le discours d'intellectuels, le discours de savants, de chercheurs. Je me suis également intéressé à des supports un peu plus inattendus comme les séries télévisées qui, au-delà des représentations de l'espace à portée esthétique, véhicule aussi un discours moral sur les lieux que les personnages habitent et qui offre en quelque sorte un miroir aux téléspectateurs. Donc il y a une diversification des supports, mais avec tout de même une permanence dans les problématiques. Il s'agissait toujours d'essayer de percevoir dans quelle mesure ce que nous disons, quel que soit finalement le rôle que nous occupons lorsque nous participons au débat public, artistes, savants, responsables institutionnels, journalistes, eh bien, dans quelle mesure ça renvoie à des grandes structures idéologiques. Et parmi les structures et les courants qui m'ont particulièrement intéressé, j'ai choisi de travailler sur le néolibéralisme avec comme constat le fait que on parle dans le champ académique de plus en plus du néolibéralisme, qu'on utilise comme une étiquette pour rendre compte des structures de la gouvernance territoriale, de la façon dont les politiques territoriales sont menées à toutes les échelles, aussi bien à l'échelle du monde qu'aux échelles nationales ou subétatiques. Or, j'avais le sentiment que lorsque on essaie de caractériser le fonctionnement d'une politique néolibérale, il y avait en quelque sorte une pluralité de principes. Et je dois avouer qu'au cours de ma thèse, cet aspect-là, fluctuant dans la façon dont on mobilise l'étiquette néolibérale, représentait en quelque sorte un enjeu à essayer de percer. C'est la raison pour laquelle je me suis engagé dans une étude un peu plus approfondie du néolibéralisme, de ses principes, afin de voir comment il pouvait structurer la façon dont l'espace politique est organisé aujourd'hui dans notre monde. Pendant cette période, vous devenez aussi maître de conférence en géographie. C'est à partir de 2011, il me semble, Arnaud Brento. Oui, j'ai eu la chance d'être recruté en 2011, 2 ans après ma soutenance. Bon, ce qui est très bien. Alors, expliquez-nous un peu en quoi consiste votre métier. Vous êtes enseignant et chercheur, donc là, on a vu le volet recherche, mais vous êtes aussi enseignant. Alors, quels enseignements ou quel type d'enseignement délivrez-vous, Arnaud Brento? J'ai la chance d'avoir des enseignements relativement stables. On a l'habitude, en géographie, d'appeler les couteaux suisses ceux qui, comme moi, sont capables d'intervenir sur différentes thématiques, d'intervenir à différentes échelles. Et c'est la raison pour laquelle je suis aussi bien capable d'intervenir, par exemple, sur la mondialisation que sur l'aménagement des territoires aux échelles locales ou régionales. Et c'est aussi ce qui me plaît dans la géographie, c'est de pas rester cantonné dans un territoire, dans une échelle, et finalement de ressasser devant mes étudiants un peu toujours
toujours les mêmes cours. C'est cette diversité qu'on me demande à l'intérieur de mon département, finalement me plaît assez parce qu'elle m'oblige toujours à réinvestir mes travaux et à les relire sous des jours différents en fonction des programmes et des nécessités, des besoins de formation, évidemment. Alors peut-être qu'on pourrait donner quelques exemples de type d'enseignement que vous délivrez, par exemple, cette année, Arnaud Brento. Par exemple, je donne des cours sur la mondialisation à des étudiants de licence en géographie. J'en donne également aux étudiants d'histoire. Et ce qui m'intéresse avec ces étudiants, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure la mondialisation n'est pas seulement un fonctionnement géographique qui se serait imposé au cours du temps de façon évidente et déterminée, mais qui représente aussi un enjeu politique. C'est la mondialisation, c'est une étiquette qui va servir à structurer l'opinion publique. C'est un objet de débat public, de controverse. Et ce que j'essaie de voir avec eux, c'est finalement les représentations qu'on peut avoir aujourd'hui dans la société, en France et à l'étranger, de la mondialisation. Donc, dans ce cours, j'aurais investi tout le travail que je fais sur la géographie des représentations politiques, afin de montrer comment finalement les acteurs perçoivent ces questions-là. Alors si on s'intéresse maintenant à vos étudiants, alors quelles sont leurs perspectives quand ils font géographie? Tous ne se destinent pas à la carrière d'enseignant, je suppose. Il y a une palette qui est quand même assez large quand on fait des études de géographie. En fait, très peu d'étudiants inscrits en géographie se tournent vers les concours de recrutement dans l'éducation nationale. La plupart privilégient des masters professionnels orientés vers les métiers de l'aménagement, par exemple, l'aménagement des territoires. Certains développent des compétences plus particulières dans le traitement de l'information, qui aujourd'hui est particulièrement apprécié par les collectivités territoriales, par les bureaux d'études, par les agences de l'État, par exemple, qui vont travailler dans les territoires, mais vont être intéressés aussi par les compétences multiples des géographes et en particulier leur maîtrise des systèmes d'information géographique, des outils quantitatifs, entre autres. Alors l'Université de Rouen propose plusieurs masters professionnels, traitement de l'information pour l'aménagement et le développement, ce qu'on appelle le master triade, analyse territoriale en environnement et santé, ANTES, et puis aussi un master recherche et puis un master enseignement. Alors vous êtes co-responsable, je crois, de ce master enseignement. C'est ça, Arnaud Brento? Oui, avec Pierre Côme au titre du département d'histoire et Vendry Hussy au nom de l'ESP, on forme un triumvirat qui finalement, à l'expérience, fonctionne plutôt bien. On arrive à gérer au quotidien ce parcours histoire-géographie du master enseignement et qui prépare les étudiants au CAPES d'histoire-géographie. Donc SP, vous avez dit à l'instant, SP, on rappelle pour nos auditeurs que ça veut dire École supérieure du professorat et de l'éducation. C'est ce qui a remplacé enfin les anciens IUFM. Il y a quand même, vous avez dit que c'est une minorité, mais il y a un petit vivier de géographes qui préparent les concours d'enseignement. Et puis il y a évidemment beaucoup d'historiens et qui ont parfois des difficultés, des petites lacunes en géographie. J'imagine que c'est aussi un public avec lequel il faut intensément travailler, Arnaud Brento. Oui, et depuis que j'ai été recruté dans le département de géographie et au sein de l'Université de Rouen, j'ai été soucieux de participer à la formation en géographie des historiens, et ceci dès la licence. Et je dirais que là, entre les deux départements d'histoire et de géographie, il y a véritablement une convergence de vues sur la nécessité de préparer au plus tôt les étudiants qui envisagent de préparer les concours, ou aussi bien l'agrégation que le CAPES un jour, de maîtriser dès la fin de la licence les principaux acquis disciplinaires, en histoire évidemment, mais également en géographie. Et ce que je constate, c'est que les étudiants qui font l'effort de suivre l'option géographie dès la licence arrivent finalement avec une culture générale dans la discipline mineure, pour eux, la géographie, relativement satisfaisante. Bon, est-ce que vous considérez que ce rapprochement qui existe en France, qui est assez spécifique à la France entre histoire et géographie, est
c'est quelque chose d'utile, d'intéressant, ou est-ce que finalement c'est pas un leurre de croiser ces disciplines, ou est-ce qu'il faudrait éventuellement acter une rupture? Alors, j'ai bien conscience que pour certains étudiants, le fait d'avoir 2 disciplines à préparer et d'en avoir 3 à enseigner lorsqu'ils deviennent enseignants, si c'est leur projet, peut représenter quelque chose de fastidieux, voire d'un peu intimidant, parce qu'il y a effectivement beaucoup de connaissances à maîtriser. Mais à la pratique, en tant que moi-même qu'enseignant dans le second degré, j'ai toujours apprécié de pouvoir articuler les deux, l'histoire et la géographie. L'histoire parce qu'elle offre évidemment la profondeur temporelle qui permet de remettre en perspective finalement l'actualité dans laquelle nous sommes, et la géographie pour décentrer notre regard qui parfois est un peu égocentré, et je crois que à ce titre-là, l'histoire comme la géographie peuvent éminemment contribuer à la formation de la culture citoyenne de nos élèves. Et c'est à ce titre-là, me semble-t-il, que le mariage entre l'histoire et la géographie peut être le plus fructueux. C'est souvent le cas dans certaines universités, il y a une espèce de divorce entre les 2 départements. Là, vous nous dites c'est pas du tout le cas, vous travaillez en bonne entente, il y a une espèce de synergie qui se fait autour de la question des concours d'enseignement. Arnaud Brento, à l'université de Rouen, c'est le cas. Oui, c'est ce que je constate. Et c'est ce que j'essaie aussi de pratiquer avec mes collègues, même si par ailleurs il existe 2 départements distincts qui ont chacun leur fonctionnement pour la formation spécifique des étudiants qui se destineraient pas au sein de chacun d'eux au métier de l'enseignement. C'est-à-dire qu'il y a quand même une autonomie qui est respectée et qui permet à chacun de ces 2 départements de former les professionnels de l'histoire et les professionnels de la géographie. Bon, écoutez, avant de continuer cette conversation, on va marquer une deuxième pause, et on va le faire avec un titre que vous avez aussi choisi et qui s'intitule So Long Lonesome par Explosions in the Sky sur R2R. Vous êtes sur R2R et vous écoutez Au Miroir de Clio. Nous sommes toujours en compagnie d'Arnaud Brento, maître de conférence à l'université de Rouen, et qui nous fait l'amitié aujourd'hui de venir discuter autour de ces sujets de prédilection. Alors avec vous, Arnaud Brento, nous étions en train d'examiner, de regarder un petit peu votre itinéraire, votre parcours. Nous avons vu aussi quel était le sens de votre métier en tant que maître de conférence en géographie. Alors on va maintenant examiner peut-être quelques aspects de vos travaux qui nous intéressent le plus aujourd'hui. Peut-être d'abord toute la réflexion que vous avez entamée sur le découpage régional et puis sur son histoire, sur ses origines. Alors à l'heure où est en débat au Parlement une réforme territoriale
territoriale, ça nous a semblé particulièrement intéressant. Alors vous venez de signer un article avec votre collègue de l'Université de Rouen, Sophie de Ruffray, Découper la France en régions, l'imaginaire régionaliste à l'épreuve du territoire. Et je signale pour nos auditeurs, c'est un article qu'on peut trouver facilement en ligne, c'est la revue en ligne Cybergéo. À quand remonte cette initiative, votre intérêt pour le découpage régional? Est-ce qu'il est vraiment couplé avec la réforme territoriale ou est-ce qu'il a des origines plus anciennes, Arnaud Brento? En fait, il a des origines plus anciennes. Il se trouve qu'avec Sophie de Ruffray, nous avons participé à un projet de recherche financé par la région Haute-Normandie entre 2009 et 2011 qui consistait à mener une analyse de la perception qu'ont les élus locaux de leur région en Normandie. L'hypothèse étant de voir si il se réfère davantage à la haute ou à la basse Normandie ou à la Normandie tout entière. Et faisant ce travail d'enquête, nous avons eu le besoin, nous avons ressenti le besoin tous les deux d'interroger la façon dont le régionalisme politique s'était mis en place en France. Il se trouve qu'à cette occasion, nous nous sommes rendus compte que des découpages régionaux ont été proposés depuis au moins le milieu du 19e siècle. Et au gré de nos lectures, nous avons compilé plusieurs dizaines de propositions de découpage de la France en régions. Alors, pas des découpages proposés par des géographes qui avaient pour ambition de rendre intelligible le territoire, mais véritablement des découpages opérationnels destinés à améliorer l'administration territoriale de la République. Ça faisait quelques années que nous compilions nos petites propositions de découpage. On avait commencé à faire une base de données, à mettre en place un recueil de cartes, et puis nous avons en 2014, comme tout le monde, appris le projet de réforme territoriale envisagé par le président de la République François Hollande. Et donc depuis janvier, nous avons en quelque sorte voulu accompagner le débat public autour de ces questions en publiant le résultat des travaux qu'on a menés à cette occasion. Donc c'est un travail qui est à la fois branché sur l'actualité, mais qui a demandé de notre part un investissement significatif pour pouvoir rendre les choses présentables et produire des analyses effectivement intéressantes au regard des questions que cette réforme a pu poser. Alors, vous avez dit que vous avez constitué une base de données, mais qui sont les auteurs de ces propositions de découpage? Ce sont pas des géographes, vous avez dit, mais qui sont-ils, ces gens-là, qui constituent le cœur de votre corpus, Arnaud Brento? Alors, certains sont des géographes, mais qui ont, en quelque sorte, franchi la ligne du savant pour s'engager dans le débat politique en proposant des découpages. Je pense en particulier, autrefois à Pierre Foncin, ou même à Paul Vidal de Lablache, qui ont tous les deux proposé un découpage régional de la France. Plus récemment, on peut évoquer le cas de Jacques Lévy, qui a publié dans la presse une proposition de découpage alternative à celle défendue par le gouvernement et soumise au Parlement. Donc on a des géographes, mais si on regarde un peu l'ensemble de ces propositions, on s'aperçoit que des savants, par exemple, je pense en particulier à Auguste Comte, Auguste Comte, et également à des parlementaires, à des hommes politiques qui ont proposé une amélioration du système administratif territorial français. Voilà. Et si on examine tous ces découpages régionaux, quelles leçons peut-on en tirer pour le quotidien? J'imagine que vous avez, pour ce qui se passe aujourd'hui, vous avez pu entrevoir certaines permanences, certaines ruptures. Alors, quel bilan tirez-vous de cette étude, Arnaud Brento? Bien. L'objectif était d'essayer de voir si on retrouvait des récurrences, des structures revenant régulièrement entre les différents découpages. Alors peut-être faut-il rappeler que le régionalisme politique en France est extrêmement éclectique et qu'il renvoie à des courants politiques extrêmement variés, de telle manière que l'histoire du régionalisme n'est pas réductible à un courant en particulier, mais véritablement, il s'apparente à ce que René Bourgeoll appelait une auberge espagnole, qui n'a pas débouché sur une formalisation géographique particulière. Donc on a des découpages qui sont extrêmement hétérogènes.
et lorsqu'on les compare les uns aux autres, et qu'on les intègre dans une base quantitative, on s'aperçoit que il existe, pour certaines régions, des tendances qui reviennent. Alors que dans d'autres secteurs géographiques, au contraire, on va s'apercevoir que selon les auteurs, les résultats seront extrêmement différents. Donc on peut comme ça mesurer, par exemple, qu'en France, des régions qui sont situées sur le pourtour du territoire, le long de frontières ou de littoraux, ont tendance à être plus facilement découpées de façon homogène selon les auteurs. Alors qu'au contraire, si on regarde ce qui se passe dans le Massif central ou dans le bassin parisien, là il y a une véritable hétérogénéité entre les propositions qui se dessinent, et on voit bien aujourd'hui comment d'ailleurs certaines propositions de découpage ont suscité beaucoup de controverses, parce que justement on s'est rendu compte que leur cohésion, leur identité n'allait pas de soi. J'imagine qu'on peut penser par exemple à une région qui actuellement, et dans la réforme d'ailleurs, puisqu'elle change pas de contour, ne correspond pas à grand chose. C'est la région centre, par exemple, qui est une espèce de mosaïque autour de Tours, d'Orléans, mais on va aussi, on mord évidemment vers le nord, vers le sud. C'est un ensemble qui semble hétéroclite et qu'on ne sait même pas très bien appeler finalement, puisqu'on l'appelle la région centre, faute d'autre chose, non, Arnaud Brento? En fait, dans cette réforme territoriale, le gouvernement a choisi de ne pas découper les régions préexistantes pour les réaffecter dans de nouveaux ensembles, de telle manière que le nouveau découpage résulte en quelque sorte d'une agrégation d'éléments du précédent, qui datait en fait de 1956, date à laquelle on a décidé de créer 22 régions, dont la région centre que vous évoquez. Alors, il me semble en effet que dans la région centre, au départ, on n'a pas véritablement de cohésion particulière qui se dessine. On a tout de même l'axe ligérien qui est structurant, mais peut-être un manque d'identité historique, culturelle, qui pourrait venir en appui de l'émergence de cette région. Or, il se trouve que dans la réforme voulue par le gouvernement, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a exprimé à plusieurs reprises les motivations qui ont présidé à cette nouvelle carte des régions, et il s'agit aucunement de proposer des régions qui seraient fondées sur une identité culturelle ou historique, mais véritablement de créer des entités qui seraient capables d'être compétitives dans le système économique européen et mondial actuel. Bon, ben justement, vous l'illustrez, on va écouter le ministre, ou plutôt le secrétaire d'État à la réforme territoriale, André Valigny. Il était au micro de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1 le 18 novembre dernier. Il expliquait la logique de la réforme territoriale pour le gouvernement. On l'écoute tout de suite, on en parle juste après. Aujourd'hui, les députés, André Valigny, votent la carte des régions. De 22 à 15, disent les sénateurs, ou à 12, plus la Corse, ça fait 13. En quoi cela serait plus efficace et mieux d'en avoir moins? Moins de régions, et surtout des régions plus fortes, avec plus de compétences économiques. C'est la volonté du gouvernement pour faire des régions françaises des moteurs de développement économique, comme les grandes régions allemandes, italiennes. Mais elles ont beaucoup de pouvoir là-bas. Oui, eh bien c'est ce que nous allons faire. Nous allons donner beaucoup plus de pouvoir, notamment dans le domaine économique, aux régions françaises, comme en Espagne avec la Catalogne. C'est que nous avons un an devant nous. Une fois que la réforme sera votée, elle va l'être dans les jours prochains, pour mener campagne sur le thème des grandes régions puissantes qui vont tirer le développement économique du pays. Combien? 15, comme le disent les sénateurs? Moi, je pense que la 13, carte, comme vous le dites, ou 14 s'il y a un compromis. Est-ce qu'un compromis est possible? Un compromis est toujours possible entre les députés qui sont à 13 régions, 12 plus la Corse, les sénateurs qui sont à 15 régions. Un compromis est possible entre les deux chambres, Sénat-Assemblée, pourquoi pas. Nous pensons que la carte à 13 régions est cohérente, qu'elle a son équilibre et qu'elle est bien. Mais par exemple, la Picardie rejoindra le Nord-Pas-de-Calais. Dans cette hypothèse, oui, la Picardie malgré rejoindra Martine Aubry, le Languedoc-Roussillon, les Midi-Pyrénées, Toulouse et Montpellier s'associent. Ensemble, oui, pour faire une grande région sud. La Bretagne, grâce à Jean-Yves Le Drian, reste autonome. La Bretagne, autonome, pas plus que les autres régions, la Bretagne resterait dans la Bretagne. La Bretagne, dans un premier temps, c'est la solution de sagesse. Et l'Alsace? L'Alsace souhaiterait former une collectivité unique en fusionnant les deux départements et le conseil régional, mais il y a une autre idée
intéressante, portée par des parlementaires de droite comme de gauche, c'est celle d'une grande région Est, avec Strasbourg comme capitale, avec Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace. Alors vous êtes bien sur R2R, on vient d'entendre le ministre André Valigny, secrétaire d'État à la réforme territoriale, et il expliquait au micro de Jean-Pierre Elkabbach le 18 novembre dernier la finalité de la réforme territoriale, et effectivement il insiste sur l'idée qu'il faut des régions importantes qui pèsent au niveau européen, et il n'y a pas du tout l'idée de recomposer la carte territoriale, il s'agit simplement d'associer des régions ou non d'ailleurs, puisqu'il y a certaines régions qui restent toutes seules. Alors Arnaud Brento, c'est 13 régions. Si ça reste le cas, le Sénat voudrait 15, mais manifestement l'Assemblée nationale va avoir le dernier mot. La commission mixte paritaire vient d'échouer à trouver un compromis, donc on s'achemine vers une réforme à 13 grandes régions. Est-ce que ces 13 grandes régions vous semblent pertinentes, ou est-ce que ça vous semble intéressant déjà cette démarche, même s'il n'y a pas eu de Big Bang territorial, Arnaud Brento? Alors, peut-être faut-il préciser que nous sommes au milieu du processus législatif, dans la mesure où un autre projet de loi va être déposé devant le Parlement à partir du mois de décembre, le projet de loi NOTRe pour nouvelle organisation des territoires de la République, et ce projet de loi précisera les compétences qui seront dévolues aux collectivités territoriales, dont ces nouvelles régions. Donc, il faut bien prendre conscience que le processus de réforme a été accompli en 2 étapes. Une première étape qui consistait à découper les régions, proposer un nouveau découpage régional, et ensuite, seulement dans un second temps, préciser leurs compétences, leur rôle dans la future administration territoriale de la République. Donc c'est une erreur de méthode selon vous ? C'est une erreur de méthode qui a été soulignée par beaucoup de parlementaires de l'opposition ou de la majorité, et même par un certain nombre de géographes qui ont été invités à s'exprimer devant ces parlementaires. La procédure avec laquelle le gouvernement a choisi de conduire cette réforme pose de sérieuses difficultés. Beaucoup ont dénoncé la précipitation dans laquelle le gouvernement avait conduit la réforme de la carte des régions, et force est de constater que les arguments avancés, l'appareil mobilisé pour justifier la création de ces nouvelles régions, ou au contraire pour certaines le maintien en l'état, est particulièrement pauvre. Il délaisse une bonne partie des travaux scientifiques menés depuis des dizaines d'années sur les questions régionales, avec pour seule préoccupation, semble-t-il, d'atteindre une hypothétique masse critique qu'on voit pas forcément à l'œuvre, puisque certaines régions n'ont pas été affectées. Pourquoi la Corse a-t-elle été maintenue et l'Alsace fondue dans un ensemble qui pose aujourd'hui problème et qui risque de le poser durablement, dans la mesure où un découpage régional se décide pour plusieurs décennies? Oui. Alors si on reste quand même sur ces ensembles ainsi composés, est-ce que on peut s'étonner, par exemple, que la Bretagne reste toute seule, que les Pays de la Loire restent tout seuls, que le centre reste isolé. A contrario, on peut se demander si Poitou, Charentes, Limousin et Aquitaine vont faire bon ménage. Est-ce que vous pourriez nous donner 2-3 exemples de choses qui vous semblent relativement pertinentes, ou au contraire qui vous semblent aller dans un sens pas très géographique, Arnaud Brento? En fait, je dirais que, à l'exception de la Normandie, dont on reparlera peut-être tout à l'heure, oui, bien sûr. La plupart des modifications qui ont été introduites sont difficilement compréhensibles, tout simplement parce que le ministre Bernard Cazeneuve s'est présenté devant le Parlement en disant « Moi, je veux 13 ou 14 régions au maximum, après, découpez comme vous voulez. On vous fait une proposition, mais nous, finalement, le découpage qui en ressortira nous conviendra à partir du moment où on va pouvoir faire des économies d'échelle en fusionnant les conseils régionaux. Et sans doute aussi l'administration déconcentrée de l'État. » C'est un ratage, cette réforme. C'est quelque chose qui est vraiment très mal parti, qui correspond pas à grand-chose. Demain, les élus dans les régions vont devoir travailler activement pour essayer de donner de la consistance aux ensembles qui ont été dessinés. Mais selon les cas, on n'observe pas de logique
véritablement commune. Par exemple, on a décidé de maintenir l'Île-de-France seule. On n'a pas du tout tenu compte des logiques de polarisation de l'espace par les villes. Or, aujourd'hui, le développement, on le sait, repose sur les systèmes urbains. Ça, actuellement, c'est quelque chose qui échappe complètement à la réforme territoriale. On a retenu des critères démographiques, éventuellement des critères relatifs à la production économique, mais on a absolument délaissé tous les enjeux d'appartenance, sentiment d'appartenance territoriale. On a délaissé les enjeux de fonctionnement démocratique. On n'a pas pris en compte la logique de métropolisation, comme je vous le disais. Donc effectivement, c'est une carte qui nécessairement aboutit à une cote mal taillée. Très bien, alors parlons un petit peu justement dans les minutes qui nous restent. Il nous reste assez peu de temps finalement, le temps passe vite en votre compagnie dans cette émission au miroir de Clio, Arnaud Brento. Prenons un petit peu de temps quand même pour examiner la situation normande. Donc là, les deux Normandies sont réunifiées. Alors là, c'est quand même une bonne chose, non, Arnaud Brento ? Qui a été salué comme une avancée par beaucoup d'observateurs de la vie publique, y compris par un certain nombre de ceux qui jusqu'alors ne voyaient pas d'intérêt particulier à fusionner ces deux régions. Il se trouve que j'appartiens à un collectif de 15 géographes des universités de Caen, de Havre et de Rouen, et il se trouve que depuis maintenant 5 ans, nous nous sommes mobilisés pour appeler à une fusion des deux régions Haute et Basse Normandie, pour des raisons que nous avons eu l'occasion d'avancer dans diverses publications, un ouvrage qui s'intitule La Normandie en débat, mais également depuis quelques mois nous publions un bulletin que nous diffusons le plus largement possible sur la nécessité d'une coopération entre les grandes villes normandes pour structurer cette région que le gouvernement a eu le bonheur de proposer et de fusionner. Alors, pourquoi cette fusion finalement est intervenue ? On n'a évidemment pas d'explication, comme d'ailleurs pour les autres régions en France. Il se trouve que là, on a un cas un peu particulier. Il se trouve que la fusion proposée correspond à une unité qui a du sens pour beaucoup, pour la population, pour les élus, pour les acteurs économiques, pour les acteurs de la culture. Donc, je dirais que c'est presque un cas un peu unique, cette fusion ou cette réunification de la Normandie, comme certains le disent. Évidemment que peut-être la question problématique, c'est la question de la capitale, et ça explique peut-être de cette future région qu'il y ait eu un certain nombre de réticences depuis plusieurs années. Bon, là, c'est le gouvernement force les choses, mais bon, il faut pas oublier les réticences du passé. Alors, quelle est votre idée sur la question de la capitale, Arnaud Brento ? Parce qu'il faut bien qu'il y ait une capitale quand même, à moins qu'il y en ait plusieurs peut-être. On parle en effet de réunifier la Normandie depuis maintenant le début des années 1970. Il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de tentatives de la part d'acteurs extrêmement divers, des élus locaux, des militants associatifs, certains représentants de l'État. Et ça n'a jamais pu déboucher, essentiellement en raison des rivalités entre Caen et Rouen autour de la question de la future capitale, qui n'est donc pas anecdotique ni accessoire. Or, comme dans les autres régions qui vont fusionner, on va avoir à décider une capitale qui va accueillir un certain nombre de fonctions et d'emplois associés à ces fonctions dans les conseils régionaux, mais également dans, sans doute aussi, un certain nombre d'administrations déconcentrées de l'État, les rectorats, les préfectures, enfin, quantité d'administrations présentes et qui représentent autant d'emplois dans les villes concernées. Notre position au sein du groupe des 15 est que cette question de la capitale n'est pas un problème, mais que c'est sans doute une solution. Il se trouve que la Normandie est caractérisée par une absence de métropole. Une métropole régionale capable de structurer autour d'elle l'espace, de polariser les activités économiques, d'offrir une variété de services collectifs qu'aujourd'hui, ni Caen, ni Rouen, ni Le Havre ne sont individuellement en mesure d'offrir. À la différence de ce qu'on peut observer ailleurs en France, autour de Lyon, autour de Toulouse, autour de Bordeaux. Et ce handicap réel dont souffre la Normandie peut en quelque sorte être renversé en jouant sur le fait qu'il existe
une originalité, c'est cette proximité entre Caen, Rouen et Le Havre. Et l'idée que nous défendons est que plutôt que de se disputer autour de la ville qui occupera la fonction de capitale, pourquoi ne pas imaginer une gouvernance en réseau capable de structurer un système urbain dynamique. Certains nous répondent que ça n'est pas une bonne manière de faire des économies et que c'est illusoire de prétendre faire travailler ensemble Cannais et Rouennais. Nous considérons au contraire que non seulement c'est possible, qu'un certain nombre d'acteurs sont organisés à cette échelle des 3 villes, mais que de surcroît c'est nécessaire pour enclencher une synergie collective à l'échelle de la nouvelle région et proposer un véritable projet de développement. C'est sur cette éloge de la synergie entre Caen, Rouen et sans doute aussi Le Havre que se termine le 6e numéro de la 2e saison d'Au Miroir de Clio. Aujourd'hui, nous étions en compagnie d'Arnaud Brento, maître de conférence en géographie à l'Université de Rouen et dont on peut trouver un grand nombre de publications en tapant directement son nom sur Internet dans un moteur de recherche californien par exemple. Au Miroir de Clio, c'est le 2e et le 4e dimanche de chaque mois entre 10h et 11h. On se retrouve très vite sur R2R.